canard, il voguait en père peinard. Son nom valait son pesant d'or, il s'appelait les copains d'abord. Fais fluctuatnec mergitur, c'était pas de la littérature, qu'on se le dise dans les ports. Alors ce qu'il y a de beau avec Brassens, c'est qu'il te dit des trucs, même si tu ne comprends pas 10 mots au milieu, on dirait qu'il te parle une langue étrangère si tu n'es pas instruit, parce que quand même il en dit des mots qui des fois se font gratter la tête et t'envoient au dictionnaire, hein, si tu n'as pas fait 2 ans de fac. Ça c'est du Brassens. Et ça c'est vrai qu'il n'a pas manqué ça. Et c'est ce qui reste précieux, ça fait précieux et populaire en même temps. Précieux et populaire. Est-ce que ça vous convient, monsieur Brassens? Georges Brassens. Mais quel Brassens? Le jeune homme, hirsute et provocateur, envoyant dans les années 50 son gorille comme un coup de poing, ou le poète, dont les textes sont déjà gravés dans le marbre de la poésie française. Lequel? Qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. Dans le train de nuit, il y a des fantômes qui nous sourient quand nous passons dans les prairies. Je scrute votre image sur l'écran de mon ordinateur depuis ce jour où, à Paris, impasse Florimond, chez Jeanne, votre fidèle secrétaire et ami, Pierre Onténiente, dit Gibraltar, m'a remis sans que je m'y attende des bobines de films muets que vous aviez tournées et des bandes magnétiques où vous vous enregistriez. Pourquoi à moi? Mystère. Je n'étais pourtant ni un de vos biographes, ni un brassentiste. Obsédé par ce questionnement, j'ai demandé de l'aide à mes amis, et d'abord à Patrick, l'intello. Quelque part, pour parler de Brassens, il faut aller chercher en soi notre part de Brassens. Et n'importe qui a une part de Brassens. Donc, plus ta part à toi sera riche, plus ta mystique sera forte. Va, le chemin t'attend. Va, décolle. Ah ouais. Non mais c'est bien, t'as du culot. En fait, c'est ça le truc, c'est que t'as du culot. Comment faire pour retrouver quelqu'un de disparu depuis 30 ans? Interroger les témoins, retourner sur les lieux. Gibraltar a été le compagnon de route de votre vie, au volant de vos déesses noires. Il est le gardien du temple de votre mémoire. Votre chambre de poète, impasse Florimond, est restée intacte. Celle-là même où vous avez écrit vos plus belles chansons, à la période de la misère. Mon copain Sergio, le guitariste, donne l'aubade à Pierre. À l'aide d'une vieille interview, votre présence revient dans la pièce. Mon entourage a accepté ces lois, c'est cette espèce de logique absurde. Et nous avons vécu pendant des années en marge de la société, en marge absolue. Qu'est-ce que vous appelez vivre en marge de la société? En l'ignorant? En l'ignorant, en ne se souvenant plus qu'elle existe. C'est-à-dire? C'est-à-dire à ce moment-là, je ne m'en apercevais pas, mais maintenant je m'en suis aperçu. C'est-à-dire que j'étais par exemple, il m'était difficile de... Je n'avais pas d'argent. Mais je n'en avais pas besoin, parce qu'il faut dire qu'on me nourrissait aussi. J'étais comme un oiseau, comme un chat. Un chat qui gratte à votre porte et puis que vous nourrissez. Vous filmez celle qui vous a recueilli et nourri, Jeanne Le Boniec. Elle survit de travaux de couture. Et Marcel Planche, son compagnon, ouvrier carrossier souvent au chômage, et encore plus souvent le coude au comptoir. L'auvergnat de la chanson, c'est lui.
de pauvres gens, au destin bien banal. Gibraltar raconte avec une simplicité de sphinx quasi énigmatique. Dès qu'il a eu 4 sous, il s'est dit tiens, je vais m'acheter une caméra, ça sera amusant. Ici, il n'y avait que des chiens, que des chats, que Jeanne et que Marcel. Qu'est-ce que tu veux qu'ils filment d'autres? Et alors si je ne m'étais plus dans la compagnie de Jeanne et de Marcel, de leurs chiens, de leurs chats, de leurs perroquets, de leurs bus, de leurs rats blancs, de leurs corbeaux, de leurs pies, parce qu'il y avait tout ça en plus de moi chez Jeanne, qui était reçu, c'était l'arche de Noé. Moi j'étais un des derniers animaux à être reçu dans cette arche de Noé. Ça, c'était sa petite vie intérieure, il ne pensait pas que ça aurait de l'importance. Du moins, moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je pense plutôt que chez Jeanne, votre âme s'est mise à danser, Georges. Et ce qui est sûr, c'est que vous avez fait de l'histoire de ces gens simples des légendes. C'est pour cela que 30 ans après votre disparition, vous recevez encore du courrier Impasse Florimont, et Pierre est toujours votre secrétaire. Cette lettre est une forme de supplique. Et la plupart des lettres, c'est ça, tu comprends? Tu lui as répondu? Hein? Oh, non. Si je lui réponds, il va me réécrire et puis je n'en finis pas. Tu comprends? La vie de Pierre vous a été entièrement consacrée, Georges. Ils veulent me voir, ils veulent me parler, que je raconte, que je parle de Brassens, que je leur fasse visiter la maison de Georges, le petit escalier sur lequel ils prenaient tout ça, que je leur parle de Jeanne, de Marcel, de tout, tu comprends? C'est ça, ils veulent que j'évoque les souvenirs de Georges, les souvenirs que je n'ai plus. Voilà donc pourquoi Pierre m'a remis vos films et vos bandes magnétiques, Georges. Je vais devoir suivre la piste de votre histoire avec cette mémoire en images et en son. Voilà l'objet, tu vois. Alors tu montais ça comme ça. Et puis hop. Attends, il doit y avoir... Tu vois, ça, elle tourne encore. Oui. Votre machine à remonter le temps fonctionne toujours. Je vais l'utiliser comme un GPS de l'au-delà pour vous chercher sur les routes en suivant vos images. On est parti dans la lune par la porte. 1953. Depuis un an que vous êtes apparu sur les scènes de cabaret et de music-hall, votre succès a été fulgurant et la France entière découvre vos chansons et votre moustache. Les flics, les curés, les militaires et les bourgeois en prennent plein la gueule. Des chansons qui descendent dans la rue comme des émeutes. C'est ce qu'en disait votre pote René Fallet. Être votre pote, c'est ce que rapidement beaucoup de monde a voulu être. Et moi, j'aimerais bien aussi que vous soyez assis à côté de moi dans ma 403 et que vous me disiez comment écrire ce film sur votre histoire. Oh, je ne sais pas, tu n'as qu'à aller à 7, tu rencontres des gens, c'est ton boulot, ça, démerde-toi. Bon, je suis pas plus avancé. Ça m'apprendra à embaucher un copain pour vous imiter. Enfin, reprenons. Cette tournée dans toute la France en 1953 passe par votre ville natale. Vous êtes accompagné de votre amour, Jora, votre compagne pour la vie. Vous retrouvez la colline de Sète et les quais du canal qui traversent la ville entre la mer et l'étang. Cela fait 13 ans que vous n'y étiez parvenu. Je vous suis à la trace, à la terrasse du Marina Bar. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Tous vos souvenirs affluent. Et d'abord, votre enfance, à nager dans le canal, près de la rue de l'Hospice,
et de la maison de vos parents. Puis votre adolescence, souvent à la plage avec vos copains, à draguer les filles et écouter Charles Trenet. Une Méditerranée que vous quittiez à regret pour les bancs du collège Paul Valéry. Une bêtise de jeunesse, quelques bijoux volés en bande, vous y a fait vivre un épisode qui vous a marqué à vie. La vraie crème des écoliers. Victor Laville s'en souvient bien, lui qui était un de vos meilleurs copains, assis à côté de vous en classe. Il a aujourd'hui l'âge que vous auriez, Georges, 90 ans. Nous fîmes un peu voleurs, un peu voleurs. Avec une bande de copains, nous avons créé une association de malfaiteurs qui a du reste très mal tourné et qui a fait énormément de peine à mes parents, surtout à ma mère, qui était, elle, soucieuse de l'opinion publique. Quel scandale en ville, quand les flics sont venus vous arrêter au collège, vous et vos complices. Et c'est le surveillant général qui est venu dans la classe, qui a appelé un tel, un tel, un tel. Venez avec moi chez le principal, voilà. J'ai vu Georges traverser la cour, c'était à l'étage inférieur, je pense, oui. Mais en fait, on n'a pas vu les flics, en tout cas, ils ne sont pas venus dans la classe. Et ils étaient, je pense, chez le principal, donc ils se sont retrouvés arrêtés, évidemment, condamnés, avec sursis, des peines relativement légères. Georges avait honte, puis, quand il a été lâché par la police et par le tribunal, il s'est réfugié dans la famille. Sa mère ne voulait pas plus qu'il sorte, qu'il se montre. Et je pense que toujours il y a eu quelque chose entre Seth et Georges, vous voyez. Seth, ça lui rappelle toujours, ça lui renvoie ce moment. Ouais. D'ailleurs, ça l'a marqué pour les chansons. Hein. Je suis un voyou, j'ai la mauvaise réputation. Et quelque chose de malheureux, qui aurait pu être dommageable. Hein. Ça a été aussi bénéfique, bizarrement. Oui. Quand vous revenez en 1953, vous êtes maintenant auréolé de votre célébrité. Et c'est en fils prodigue que vous retrouvez vos parents. Après ces 13 ans d'absence loin d'eux à Paris, où cette mauvaise réputation vous avait fait partir. Je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer au temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa. Vous retrouvez aussi vos copains sétois, restés au bord du canal, tout fiers de poser avec la vedette. Comme votre ami Henri Delpont. Seth vous procure toujours une certaine émotion, même si vous pensez déjà que les imbéciles heureux sont nés quelque part. Votre Méditerranée est là, celle des rêves maritimes, des balades en vélo autour de l'étang, de vos interminables baignades avec vos copains, fils de pêcheurs, ou même un peu braconniers, comme Lolo Spinozzi, un de vos amis pour la vie. Vous avez vite pris l'habitude de lui rendre visite dans son cabanon de flibustier, planqué au-dessus du rivage de l'étang. Un havre de paix. Et un bon moyen d'échapper pour un moment à votre célébrité grandissante. Il n'a pas tout raconté ce qu'il faisait, parce que des fois il venait à la cabane, il y avait presque personne. Il venait presque tout seul. Et tu te rends compte, lui, sa vie à Paris, il mouvementait tout ça, du monde à la fin, il savait plus quand il est arrivé ici, qui c'est qui, hein? Qui vous avez vu? Personne, hein? T'as compris? Pour lui, c'était le rêve.
Ah, il est fort, c'était fantastique. Hein. Tu vois, fumer sa pipe tranquillou et discuter avec les amis. Et il nous traitait de cons journellement. Il te met là. Et qui c'est qui vient te chercher quelque chose là? Dis-moi-le. Hein, regarde cette vue, tout ça là. Tranquille, tu dirais que tu es à la jungle. Chaque été, Georges, vous revenez à votre petite Méditerranée intérieure, les Tantaux. Heureux comme Ulysse, après un long voyage. Au début, il avait un petit bateau, tu vois, mais ce petit bateau, le sauve qui peut, il s'appelait. Voilà, alors tu pèses avec ça, c'est juste bon pour, tu vois, pour prendre un bain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il voyait le mien de pointu que tu as vu en bas. Alors, il m'a dit, c'est ce que je vais acheter. Et il a acheté un bateau comme moi. Alors là, ça lui a changé la vie. Oui. Ce bateau, Lolo ne savait pas ce qu'il était devenu. Mais il se souvenait de son constructeur, André, le patron du chantier à Versa. Je l'ai trouvé dans l'annuaire. Le bateau a été mis à l'eau où se trouve en ce moment-là cette barquette marseillaise rouge. C'est la cale de lancement du gîte d'époque. Mais il y a 53 ans. Ça fait des souvenirs, ça. Vous l'aviez baptisé d'un nom bien familial. Georges, Yves, votre beau-frère, Simone, votre sœur, et Serge, votre neveu. Ce bateau tout peint en blanc, le rouf verni, tout ça, je l'ai fait briller, comme on dit chez nous. Le bouquet de fleurs, le bouquet sur l'étrave, la bouteille de champagne qui était prête à être brisée, il arrive. Là, c'est Brassin. Et moi, je suis à bord, je suis à la barre, à la mise à l'eau. J'étais jeune, j'étais beau, évidemment, je me suis reconnu. Et c'était moi à la barre. Et Brassin est devant moi. Vous savez, quand même, un bateau, c'est quelque chose, disons, qui permet de s'évader. Et cette liberté, il a trouvé justement avec son bateau. André m'apprend que le bateau est de l'autre côté de l'étang, en restauration, dans un petit chantier naval. Je reconnais sa petite cabine dans les broussailles. Le temps est passé par là. Le pimpant petit bateau des images de Georges n'est plus qu'un souvenir. Mais je suis fasciné par ces vieux bois. Il me semble encore contenir vos vibrations, Georges Brassens. Dites-moi, Georges Brassens, comment est-ce que vous avez organisé votre emploi du temps? Mon emploi du temps, c'est-à-dire que... Et ici, à 7, j'ai acheté un bateau pour m'isoler un petit peu. Parce qu'ici, même dans votre ville natale, on risque de vous déranger. Non, mais enfin, même si je n'étais pas connu, j'irais quand même en bateau. Ces vieux bois, ce sont des reliques. Je ne suis pas le seul à être fasciné. Dans un coin du chantier, un homme se souvient. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, vraiment la première fois, c'est sa taille. Hein. Je le voyais comme un géant. Et surtout après son regard. Une espèce de tendresse, vraiment un tendre, un pur tendre. Vous vous rappelez de ce jeune homme, Georges? Un de vos premiers admirateurs à 7, qui avait la chance de vous approcher. Aujourd'hui, Pierre-François est un peintre reconnu.
et il est venu choisir dans les vieux bois démontés de votre bateau des supports pour son imaginaire. Pourquoi peindre sur ces vieux bois? Pour conjurer le temps? Je suis remonté dans la lune en emportant mes cornes, mes chansons et mes fleurs et mes chats. Ah, putain de toi. Il paraît qu'il avait appelé son bateau putain de toi le premier. C'est vrai, et la maritime, ils l'ont refusé. Pierre-François a gardé l'enfant en lui et vous invoque, à travers les bois de votre bateau, pour vous rejoindre dans l'imaginaire. Les bateaux ne meurent jamais. Ils se métamorphosent. Je crois que la vie imaginative, les choses que l'on invente, les choses qu'on crée, qu'on ajoute, sont plus importantes que les choses réelles. Je suis souvent venu voir le gis se transformer, objet énigmatique, évadé de vos chansons. Il est entouré de sollicitude au chantier, et d'abord par Jean-Louis, le patron. Charpentier de marine, bon artisan, il change chacun des vieux bois du bateau pour un neuf. Amarré devant le chantier, il y a le jusqu'au bout, un vieux tonnier et son capitaine, Yannick, recueilli ici depuis 10 ans par Jean-Louis, comme vous l'avez été chez Jeanne, Georges. Sans oublier André, autre marin vagabond en partance. Alors là, là c'est le genre d'ouvrage où tu reviens plus. Si tous les amateurs travaillaient comme ça, les bateaux dureraient, je sais pas moi, 50 ans, 100 ans, sans qu'on y touche. Tout, tu prends chaque détail, que ce soit le roof, le pont, etc. Tout est parfait. Tu as un gars, hyper professionnel, qui te fait un boulot hyper impeccable, et c'est pas pour lui en plus. Ouais. Et on se demande s'il sera payé un jour. La présence de votre bateau diffuse une étrange ambiance au chantier, Georges. Et même un homme aussi raisonnable que Jean-Louis, le charpentier de marine, se laisse aller à de drôles d'affirmations vous concernant, Mister Brassens. Je pense qu'il sera content. Oh ben oui. Ouais, moi je crois qu'il doit être content parce que un bateau comme ça, il n'y avait pas eu au départ, tu vois. Il dit là, on est encore pour un moment. Serez-vous content, Georges? Serez-vous aussi content que dans ces années 50 où vous naviguiez sur le Gis? Dites-moi, Georges Brassens, avec le bateau, vous allez en mer? Non, pas en mer parce que je ne suis pas très fort. Je ne suis pas un marin de première catégorie, alors je préfère rester dans l'étang de Thau. Vous avez trouvé un coin agréable dans l'étang de Thau? J'ai adopté un petit phare là. Il y avait une espèce d'écueil, un rocher au milieu de l'étang. Alors pour le signaler au bateau, pour signaler le danger aux embarcations, ils ont mis un phare dessus. Alors moi j'y suis allé. Et en dehors du bateau? En dehors du bateau, je vais voir les copains. Et puis il fallait le faire comme il faut, parce que si tu le faisais pas comme il faut, tu devais engueuler, oh. Hop, hop, ça va pas là. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tout modeste qu'il était, votre bateau a vite intéressé beaucoup de gens, admirateurs et journalistes, qui restaient sur le quai. Le trajet était immuable. Cap sur l'îlot de Rouquayrol. Où vous retrouviez vos copains pêcheurs, déjà au travail.
regarde les goélands là. C'est beau ça. Regarde, ils sont là tranquilles. Là. Ils doivent se dire qu'est-ce qu'ils viennent faire ceux-là. Ouais. Ils sont tranquilles, hein, regarde. Ça y est, ils s'en pas là. Ils croient que c'est un copain qui s'y amène. On va voir ça. Attends, il faut attraper la maille là-bas. C'est exactement là que pendant toutes ces années, le Gis a accosté. Tout de suite qu'on arrivait au Caïda, on buvait un pastis tranquille, on discutait, on sortait un bout de pain, on était là. Puis qu'on travaillait à côté, quand il arrivait, il savait tous les jours, on se voyait, quoi. Tous les jours, ben, il se régalait, quoi. Ça, c'était pas orgueilleux pour Ronron, hein, rien du tout. Hein. Mon capitaine et ses matelots ne savent pas des enfants salauds, mais des amis encore pas. Les copains d'abord, mais les amis encore pas. Et alors on était, il y avait Olive, tu vois, il y avait Delpont. Delpont, voilà, Delpont c'était son éminence, tu as compris? Et voilà, Delpont lui réglait toutes les sauces. Cette bande magnétique, sortie de votre chambre, où vous vous enregistrez seul, composant votre plus célèbre chanson, cet hymne à l'amitié, vous avez fait de ces moments tout simples et de votre modeste bateau une légende. Sur la grand-mare des canards, il voguait ton père peinard. Son nom valait son faisant d'or. Il s'appelait les copains d'abord. Vous l'aviez essayé, cette chanson, avec plusieurs mélodies. Celle-ci, vous aviez dû la trouver trop nostalgique. Les copains d'abord. Son capitaine et ses matelots. Et le temps a passé. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et les amis encore de preuve. Les copains d'abord. Aujourd'hui, vous ne reconnaîtriez pas votre plage de poète, la plage de la Corniche. Les copains d'abord. Les amis, moi, toi, c'est les amis, pas les copains. La plage, je l'ai voulu mourir, la plage, je votre intérêt. C'est. Voilà, l'antre, c'est son antre. Il y a son âme, là. Votre âme? J'en doute, Georges. Mais à défaut, il pourrait y avoir vos chansons. Il n'y a pas sa musique, non, parce qu'on ne peut pas. On peut pas. On peut pas, parce qu'on est en pleine saison, c'est pas la même génération. Mais bon. Les touristes viennent toute l'année maintenant, Georges, vous visiter. Vous êtes devenu à Sète ce que le Nougat est à Montélimar. C'est l'îlot de Roquayrol, qui fait à peu près 50 mètres carrés. C'est là où Brassens venait à l'époque avec ses amis, Dali, Bardot, Montand et j'en passe. Les Sétois aiment bien se faire mousser. Mais bon, vous étiez un des leurs. Vous aviez persuadé Lolo de quitter quelques jours les bords de l'étang pour venir vous voir en concert à Bobino. Lolo s'était décidé à monter à la capitale, accompagné de Tony, alors jeune homme. On arrive à un mec qui donnait des billets. J'ai dit, on est passé devant tout le monde. On est passé devant tout le monde criait. Alors j'ai dit, hey, nous on va voir Georges. J'ai dit, c'est pas pareil, on est attendu. Ils ont appelé là-haut, il est sorti Georges. Oh, allez, montez!
ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards. Derrière la scène, hein. Derrière le rideau, chaque fois il venait. C'est derrière le rideau, à la place des intimes, que les deux copains vous découvriront à la scène. Toujours, parce qu'ils transpiraient énormément. Ah là, c'était quand t'applaudissais sans arrêt, il revenait. T'applaudissais toujours, il revenait. Et s'applaudissait toujours. Et il revenait encore, s'applaudissait toujours. Vraiment, j'étais un artiste. Hein. Bon Dieu. Il ne devrait pas mourir, ces gens. Eh, peut-être, c'est lui qui disait je vous enterrerai à tous. Avec tous les cons qui c'est lui qui est parti le premier pétain. C'est eux qui savourent en premier, lui, Brel. Tous. En fait, il n'est pas mort. Ah non. Mais pour nous, il n'est pas mort. Il est là, tu vois, assis comme il faisait dans ce coin. Voilà où il se mettait, tu vois. Et si c'était vrai, Georges? Si vous étiez par là, vous baladant autour de l'étang, parfois sur le sentier des cabanes de la Pointe Courte, une de vos promenades préférées. Mais jamais au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait, 100 ans après 1000 sabords. Il manquait encore, mais jamais au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait, 100 ans après 1000 sabords. Il manquait encore. Oui, j'en suis sûr. Vous êtes caché quelque part dans le paysage. Et je veux vous faire apparaître. Ah oui, qui fait la moustache. C'est vrai. Et écoutez, moi je vois Georges Brassens, je dis je vais lui demander. Ah, c'est bien. Le contact est rétabli, Georges. Ah, j'en profite pour vous interviewer. Tiens, par exemple, pourquoi écrivez-vous des chansons? J'écris des chansons comme d'autres vont à la mer. Parce que c'est quand même, pour moi qui suis d'une nature assez peu communicative, c'est un moyen de communiquer avec les autres. C'est une espèce de petit cri d'appel. Je suis dans un bois tout sombre et je crie et je fais ouh aux autres. Non, il y avait ça, je sais plus. Il y a plein de choses qui sont assez étonnantes avec Brassens, c'est que il a évolué, c'est fou à quel point il a pu changer physiquement. Joël ne m'a pas fait un Brassens, il m'en a fait 4, 5, assis, debout, plus jeune, plus vieux. On a vite été en essayer un. On vous a emmené, Georges, à la pêche. La pêche aux surveillants de plage. C'est pour ça que tu l'as mis là, il est interdit de pêcher cette année. Il est interdit de pêcher là? Oui. Eh oui, oui. C'est ça qui est bien. Donc tu es un provocateur. Oh non, oh, pour moi. Et ça a mordu. Bon, après, c'est interdit, quoi. Nous, on a des textes, on a les arrêtés au poste.
qui sont consultables, hein. Si vous voulez les consulter, il y a plein de choses qui intéressent sur la plage. À part la pêche, il y a quoi? La pêche, les cerfs-volants, les chiens. Les cerfs-volants? Ouais. Ah oui, les cerfs-volants, c'est intéressant. Ah ben c'est vrai que ça peut être dangereux. Faut toujours que vous déconniez à la plage, Georges. Et là, il fait sourire, sourire, sourire. Maintenant que je vous ai ramené dans la vie, on peut aller vous chercher dans la tête des Sétois. Action. Popeye! Baissez le son, on filme. Et même ça, c'est bon à filmer. Ça, c'est 7. Hein. Popeye, baisse le son, ça, c'est 7. Hein. Ça, tu peux le filmer. Hein. Moi, j'ai été le voir une fois au théâtre, à 7 aussi. Qu'est-ce que ça vous avait fait de l'entendre en spectacle? Ça nous a fait comme tous les Sétois, mais il parlait trop bien le français. Vous comprenez? Si vous réfléchissez bien tout ce qu'il disait, c'était des mots qu'on ne connaissait pas presque. Hein? Ouais. Parce que tout avait un sens si vous allez par là. Et quand Margot dégrapait son corps, un exemple. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion. Trempe, trempe ta plume au mon vieux tabellion. Et de ta plus belle écriture. Carrément, il y avait une chanson de Brassens que je ne comprenais pas un seul mot. J'avais l'impression que c'était une formule magique. Mais où est la tendre Héloïse? Moi, je croyais que ça faisait pas la flûte, Ali. Moi, j'entendais ça quand j'étais minou. Et ça, toute la chanson. Voilà, moi, je croyais qu'il se cattait. Ça n'existait pas à l'époque, ce mot, dans ma tête, mais je croyais qu'il se cattait, qu'il faisait balali, par la flûte, papi, par la flûte. Et alors, ça me plaisait beaucoup. Dites-moi où, dans quel pays, effleura la belle romaine, Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine. Et qu'au parlant qu'embrouillon mène de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? D'un seul coup, en promenant en voiture, qui je vois, Georges Brassens chanter sur la plage de la Corniche à 7. Et je me suis approchée de lui, j'ai enlevé mes chaussures sur le sable et j'ai marché. J'ai cru rêver de le voir. Juste, il chantait Supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolus, à la joue s'amuser, tout seul ne suffit plus. Je connus la prime amourette auprès d'une sirène, une femme poisson. Je reçus de l'amour la première leçon. Avaler la première arrête. Avaler la première arrête. Avaler la première arrête. Putain, ça m'a fait un peu rire. C'était pour déconner après. Ouais, attends. N'exagère pas, ça fait quoi? On l'amène toujours avec soi, la chanson. On la reçoit aujourd'hui, demain on la prend, après-demain on la sait, et puis on l'emporte. Et chaque jour on se la redit un peu. Je parle pour ceux qui aiment vraiment la chanson et qui aiment vraiment une chanson. Au chantier, les travaux sur le gis se terminent. Ça sent le bois neuf et le vernis frais. Jean-Louis peaufine. Devant l'étang, Pierre-François continue ses rituels, vous invoquant en chanson pour mieux vous faire apparaître. Putain, mais comment c'est le début? Ah voilà, c'est le début qui est magnifique. C'est
Comme une sœur tête coupée, elle ressemblait à sa poupée, Dans la rivière, elle est venue, tremper un peu son pied menu, Je fais semblant d'être un poisson, Je me déguise en cachalot et je me couche au fond de l'eau, Ce qu'il y a de beau dans cette chanson, c'est qu'il use de tous les artifices, puisque alors, il fait semblant d'être un poisson. Il se déguise en cachalot et il se couche au fond de l'eau. Il a le bonheur, grâce à sa biais, de lui croquer un bout de pied. Alors, jamais requin n'a, j'en réponds, jamais goûté rien d'aussi bon. C'est du Brassens pur, là. Regarde, si c'est beau. Oui. Ouais, c'est super. La façon dont je le filme, là, je peux te dire que ça fait comme un petit fleuve bleu. Convaincu de m'avoir oxy, la voilà qui se radoucit, et qui m'embrasse et qui me mord, pour me ressusciter des morts, Des fois, je me mets ça dans la tête. Tu existes tant que quelqu'un se souvienne de toi, pour moi. C'est-à-dire que si tu te rappelles d'un vieux grand-père ou d'un arrière-grand-père, ne serait-ce qu'une image, une photo devant une porte, un truc, quelque chose, pour moi, tu existes encore, parce que tu te rends compte que tu as une image dans le cerveau qui existe dans un cerveau qui existe. Voilà. Votre image me hante, Georges, et je fais un rêve initiatique. Je rêve que vous prenez le volant de la 403 pour m'emmener en balade de nuit dans Sète, revisiter votre vie et vos maîtres, le cimetière marin de Paul Valéry, et votre classe de collège, où votre professeur, Alphonse Bonafé, vous initia à la poésie latine. Une voix qui resta gravée en vous toute votre vie. Si vous aviez à expliquer à des gens pourquoi vous prenez goût à la poésie ancienne, il me semble que vous pourriez dire ceci. Pour les anciens, quand un poète se mettait à composer, il fallait d'abord qu'il sentît que son âme dansait, en quelque sorte, le terme est de Platon. Il faut que l'âme danse. C'est le grand jour. La reconstruction du gîte est finie. André Aversa, le constructeur du bateau en 1956, est venu voir un peu le travail de Jean-Louis. Le vieux charpentier de marine serait-il jaloux? Vous trouvez qu'il l'a restauré? Mal. Mal. Il est moche, hein? Mal. Vous savez, je vais vous dire même quelque chose. Maintenant, il y en a très peu. Mais même que ce soit plus ou moins bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Parce qu'on ne peut pas faire la différence avec les autres, il n'y en a pas d'autres. Ouais, c'est pour ça. Vrai. Jean-Louis n'en finit plus de remettre du bleu sur les listons neufs de son grand œuvre. Et bien voilà, il est fini. C'est la première fois que je fais un bateau comme ça, pratiquement de A jusqu'à Z. Disons de B jusqu'à Z, puisque j'ai gardé la quille et les traves. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a Margot, là, la chatte qui est née il y a 2 ans quand on a goûté le bateau. Elle vient souvent dans le bateau, c'est très très curieux ça. Elle vient souvent, elle aime bien voir ce bateau, je sais pas pourquoi. Alors ça, il me plaît de penser que ce serait l'esprit de Georges Brassens, tu vois, qui surveillerait les travaux à travers le chat, c'est marrant. Et oui, il va partir tout à l'heure. Il faut bien. Quand il regagne l'eau.
il reprend vie. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu 100 paysages, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Nous avons la chance de partir sur le Gis à travers les temps pour vous chercher, Georges. Yannick et son Jusqu'au bout nous accompagnent un brin. Quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, qu'elle est belle, la liberté. Première escale, le cabanon de Lolo. Liberté. Lui aura sûrement de vos nouvelles. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content. Je suis assis, tu le vois, sur la terrasse, tranquille, et d'un coup, j'entends. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Un corbeau. Et je vois un oiseau tout noir. Je lui dis, tiens, c'est un corbeau, qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'était petit, c'était une corneille, c'est. Je l'appelle, et je prends du pain, je le mets là. Et cette bête, elle descend, elle se pose sur ma tête. C'était peut-être l'âme de quelqu'un, pas te voir. Ça, je peux pas dire, hein. Je peux pas dire. Hein. Alors c'est bien vrai, Georges. Vous passez votre mort en vacances là, par-dessus les temps, la ville et la mer. Le Gis suit des familles en bateau. Il se dirige vers l'entrée du port. Le brise-lames, bien sûr. Cette plage interdite, de l'autre côté du port, où se retrouvent des familles entières de ces toits. Certains s'y sont installés des cabanons, dans les fortifications de Vauban. On est bien ici. Il y en a qui ont les cabanons sur Saint-Clair, comme à l'époque, nous, là, ici. C'est pris là-bas sur la table. C'est une plage où même, à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord. Sauve qui peut, le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage. Chacun sa bonbonne et courage. Au prix d'une sirène, d'une femme poisson, je reçus de l'amour, la première leçon. Avaler la première arête. C'est un petit coin de paradis. Oui, elle est bien là, votre plage idéale, Georges. D'autant plus qu'elle est interdite. Il fait rire ce panneau quand même, hein. Moi, en tant que c'est toi, je trouve ça un peu restrictif. Maintenant qu'il y a une réglementation, je m'en fous. Enfin, ça fait un peu rire même à la limite.
joli. Hein. On l'appelle bien. Oh Georges. Mais là, il va nous répondre. Je ne sais pas s'il faut crier bien fort. Mais oh Georges. Tu vois pas que tu le vois apparaître là? Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon. Vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson. Celle des Titi, des Grisettes. Que vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée. Terminus en gare de Seine. Vous en virez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant. Il passe sa mort en vacances. Lolo vous a rejoint dans l'éternité, Georges. Quant à moi, j'ai le sentiment d'avoir fait du chemin en vous rendant visite. Tiens, au fait, si je me laissais pousser la moustache.